impressionnant, une salle très très pleine. C'est très impressionnant, ça fait très très chaud au cœur. On est très heureux de partager ce moment avec vous, ce moment de petite folie avec vous. À un certain moment de la pièce, Perdiccas va dire à Camille « Tu es une drôle de fille, Camille. » Eh bien, on ne badine pas avec l'amour, c'est une drôle de pièce. C'est une drôle de pièce, d'abord et surtout, parce qu'en fait, elle n'a pas été écrite pour être jouée. Elle a été écrite pour être lue dans un fauteuil. Elle fait partie de ces pièces rassemblées sous le titre de pièces à jouer pour un fauteuil. Et donc, évidemment, quand on décide de la monter, on se trouve confronté à des difficultés techniques. Par exemple, il y a 25 décors dans cette pièce. Donc, pour donner à voir les intérieurs, les extérieurs, les bois, les océans, on est confronté à certaines difficultés. On doit aussi imaginer une solution pour rendre visibles des mules. Les deux premiers personnages de la pièce arrivent à dos de mules. Et alors, comment représenter des mules? Est-ce qu'on met des vrais animaux? Est-ce qu'on n'en met pas? Évidemment. Donc, tout ça nous amène à faire des choix pour une pièce protéiforme et un peu difforme. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette pièce est une pièce, dans cette espèce de désordre, elle renferme des joyaux de poésie d'abord. Les textes sont longs, vous verrez, mais normalement ils devraient bien passer parce qu'ils sont très beaux. Ils sont très beaux parce qu'ils sont superbement écrits par Musset, qui d'ailleurs étonnamment doutait de lui au moment où il a écrit cette pièce, parce qu'il était en pleine rupture avec George Sand, parce que sa première pièce qu'il a présentée en 1830, alors que la nôtre date seulement de 1834, a été un flop total. Donc malgré tout cela, malgré ses doutes fondamentaux, Musset a écrit des choses merveilleuses. Et voilà, donc il y a des joyaux de poésie dans cette pièce, et on est très très heureux de vous les faire partager. J'espère que vous ne vous ennuierez pas, parce que c'est une pièce assez longue, mais bon spectacle. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici, premièrement, un verre de vin frais. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, maître Blasius. Le vin est bon. Vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdiccas, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre sa majorité.
et qu'il est reçu docteur à Paris. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un seul brin d'herbe à terre qui ne sache comment cela s'appelle en latin. Et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Voilà ce que je suis venu annoncer au baron. Bon, vous pensez que cela me fait quelques honneurs à moi qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Allons donc, mes bons amis, apportez-moi une chaise que je descende de cette mule-ci sans me casser le cou. La bête est tant soit furtive que je ne serai pas fâché de boire encore une autre gorgée avant d'entrer. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Verducan. Et il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme? Ma foi, l'écuelle est vide. Je ne pensais pas avoir tout bu. Adieu! J'ai préparé sur la route entre-temps 2 ou 3 phrases qui plairont à mon seigneur. Je vais tirer la cloche. Durement cahoté sur son âne essoufflé, Dame Pluche gravit la colline. Son écuyer apercevra le pauvre animal. Qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses longues jambes maigres trépignent de colère. Tandis que de ses mains osseuses, elle égratigne son chapelet. bonjour donc, Dame Pluche, Vous arrivez comme la fièvre. avec le vent qui fait jaunir les bois. Un verre d'eau, canaille que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. Tournez-vous, Pluche, mamie. Vos faux cheveux sont couverts de poussière. Voilà un tout pain de gâté. Et votre chaste robe est retroussée jusqu'à... Vos vénérables jarretières. Sachez, Manon, que la belle Camille, la nièce de votre maître, arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent sur l'ordre express de Monseigneur pour venir en temps et lieu recueillir le bon bien qu'elle a de sa mère. Son éducation, Dieu merci, est terminée. Et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien eu de si pur et de si ange que cette chère nonnaine. Ah, que le Seigneur Dieu du ciel la conduise. Ah, c'est facile! Rangez-vous. Il me semble que j'ai les jambes enflées. Défripez-vous, honnête Pluche. Et quand vous priez Dieu, demandez de la pluie. Nos blés sont secs comme nos tibias. Vous m'avez servi de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Donnez-moi la main. Vous êtes des... mais vous êtes des butors et des malappris. Oh, là, doucement. Mettons nos habits dimanche. Et attendons que le baron nous fasse appeler. Ou je me trompe fort, ou quelques joyeuses bombances c'est dans l'air d'aujourd'hui.
Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier matin, à midi 8 minutes, 21 ans comptés. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. À 4 boules blanches, seigneur. Littérature, botanique, droit romain, droit canon. Allez à votre chambre, cher Blasius, et revenez au coup de la cloche. Mon fils ne va pas tarder à paraître. Faites un peu de toilette. Vous dirai-je ma pensée, monseigneur? Le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche. Cela est impossible. J'en suis sûre comme de ma vie. Il m'a parlé de fort près tout à l'heure. Il sentait le vin à faire peur. Brisons-la. Je vous répète que cela est impossible. Vous voilà, bonne dame Pluche. Ma nièce est sentie avec vous. Oh. Elle me suit, monseigneur. Je l'ai devancée de quelques pas. Maître Briden, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est depuis hier, à 7 heures de nuit, parvenue à l'âge de 21 ans. Elle sort du meilleur couvent de France. Dame Pluche, je vous présente Maître Briden, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France. Et puis-je ajouter, la meilleure chrétienne du couvent. Allez, Dame Pluche, réparez le désordre où vous voilà. Ma nièce va bientôt arriver, j'espère. Soyez prête à l'heure du dîner. Cette vieille demoiselle a l'air pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Maître Briden. Sa vertu est inattaquable. Mais le gouverneur sent le vin. J'en ai la certitude. Maître Briden, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à la tâche de me contredire? Pas un mot de plus là-dessus. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. Leur éducation me coûte 6000 écus. Il vous sera nécessaire d'obtenir des dispenses. Je les ai, Briden. Oh, mon ami, apprenez maintenant que je suis plein de joie. Sachez que j'ai eu de tout temps la plus profonde horreur de la solitude. Et quel plaisir ne trouverais-je pas, par la présence de mes 2 enfants réunis, la sombre tristesse à laquelle je dois être en proie depuis que le roi m'a nommé receveur. Ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Voilà où je vous attendais, Briden. J'étais sûr de cette question. Eh bien, mon ami, que diriez-vous si ces mains que vous voilà, oui, Briden, vos propres mains, ne les regardez pas d'une manière aussi piteuse, étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers, eh? Je me tais. La reconnaissance me ferme la bouche. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Mon fils s'introduira par cette porte à droite et ma nièce par cette porte à gauche. Qu'en dites-vous? Je me fais une fête de savoir comment ils s'aborderont, ce qu'ils se diront. 6000 écus ne sont pas une bagatelle. Il ne faut pas s'y tromper. Ces enfants s'aimaient d'ailleurs fort tendrement dès le berceau. Briden, il me vient une idée. Laquelle? Pendant le dîner, sans avoir l'air d'y toucher, vous comprenez, mon ami, tout en vidant quelques coupes joyeuses. Vous savez le latin, Briden. Itae des Peuls. Par Dieu, si je le sais. Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon. Si discrètement s'entend, faites-le parler un peu latin, et non pas précisément pendant le dîner. Cela deviendrait fastidieux. Et quant à moi, je n'y comprends rien. Mais au dessert, entendez-vous? Si vous n'y comprenez rien, monseigneur, il est probable que votre nièce est dans le même cas. Raison de plus. Ne voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous, Briden? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Je connais peu les femmes, mais il me semble qu'il est impossible qu'on admire ce qu'on ne comprend pas. Je les connais, Briden.
Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadés qu'elles aiment à avoir de la poudre dans les yeux. Oh, bonjour mes enfants, ma chère Camille, mon cher Perdican. Embrassez-moi et embrassez-vous. Mon père, ma soeur bien-aimée, quel bonheur, que je suis heureux. Mon père et mon cousin, je vous salue. Comme te voilà devenue grande, Camille, et belle comme le jour. Quand as-tu quitté Paris, Perdican? Mercredi, je crois, ou mardi. Comme te voilà métamorphosée en femme. Je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'était hier que je t'ai vu, pas plus haute que cela. Vous devez être fatigué, la route est longue et il fait chaud. Oh mon Dieu, non. Regardez donc mon père, comme Camille est jolie. Allons Camille, embrasse ton cousin. Excusez-moi. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, Perdican. Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous répondrai à mon tour. Excusez-moi. L'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amour ni l'amitié ne doivent recevoir que ce qu'ils peuvent rendre. Voilà un commencement de mauvais augure, hein? Trop de pudeur est sans doute un défaut, mais le mariage laisse bien des scrupules. Je suis choqué, blessé. Cette réponse m'a déplu. Excusez-moi! Avez-vous vu qu'elle a fait mine de se signer? Venez ici que je vous parle. Cela m'est pénible au dernier point. Ce moment qui devait m'être si doux est complètement gâté. Je suis vexé, piqué. Diable! Voilà qui est fort mauvais. Dites-leur quelques mots. Les voilà qui se tournent le dos. Eh bien, mes enfants, à quoi pensez-vous donc? Que fais-tu là, Camille, devant cette tapisserie? Voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grande tante à nous? Oui, mon enfant, c'est ta bisaïeule. Ou du moins, la sœur de ton bisaïeul. C'était, ma foi, une sainte femme. Ah oui, une sainte. Comme ce costume religieux lui va bien. Et toi, Perdican, que fais-tu là devant ce pot de fleurs? Voilà une fleur charmante, mon père. C'est un héliotrope. Te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Cette petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix. Sans doute, le docteur a raison. Demandez-lui à quel sexe, à quelle classe elle appartient, de quels éléments elle se forme, d'où lui viennent sa sève et sa couleur. Il vous ravira en extase en vous détaillant le phénomène de ce brin d'herbe, de la racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je trouve qu'elle sent bon. Voilà tout. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez, venez mes amis, et asseyons-nous sous ce noyer. Deux formidables dîneurs sont en ce moment en présence au château. Maître Bridel et Maître Blasius.
que deux hommes, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Par la raison que les contraires s'attirent. Qu'un homme grand et desséché aimera un homme petit et rond. Que les blonds recherchent les bruns et réciproquement. Je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous deux sont armés d'une égale impudence. Tous deux ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gloutons, mais ils sont gourmets. Tous deux se disputeront à dîner. Non seulement la quantité, mais la qualité. Si le poisson est petit, comment faire? Ils t'aiment. Ils t'aiment. Tous deux sont bavards, mais à la rigueur, ils peuvent s'écouter parler sans écouter ni l'un ni l'autre. Ils t'aiment. Ils t'aiment. Ils sont aussi ignorants l'un que l'autre. Ils t'aiment. Ils t'aiment. Ils sont prêtres tous deux. Maître Blasus confesse le fils et Maître Prud'homme le père. Bientôt, la guerre se déclare. Et pour comble de malheur, entre les deux ivrognes, s'agite Dame Pluche. Maintenant que voilà le dîner fini, on ouvre la grille du château. C'est la compagnie qui sort. Retirons-nous. Vénérable Pluche, je suis peiné. Est-il possible, monseigneur? Oui, Pluche, cela est possible. J'avais compté depuis longtemps. J'avais même écrit, noté sur mes tablettes de poche, que ce jour devait être le plus agréable de mes jours. Oui, Pluche, le plus agréable. Vous n'ignorez pas que mon dessein était de marier mon fils avec ma nièce. Et je crois voir que ces enfants se parlent froidement. Ils ne se sont pas dit un mot. Les voilà qui arrivent, monseigneur. Sais-tu que cela n'a rien de beau, Camille, de m'avoir refusé un baiser? Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour faire un tour dans le village? Non, je suis lasse. Cela ne te ferait pas plaisir de revoir la prairie? Te souviens-tu de nos parties sur le bateau? Viens, nous descendrons jusqu'au moulin. Je tiendrai les rames, et toi, le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Quoi? Pas un souvenir, Camille? Pas d'un battement de cœur pour tout ce pauvre temps passé? Si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses. Tu ne veux pas venir voir le sentier par où nous allions à la ferme? Non, pas ce soir. Pas ce soir? Et quand donc? Toute notre vie est là. Je ne suis ni assez jeune pour m'amuser de mes poupées, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Oui, cela m'ennuie. Pauvre enfant, je te plains, sincèrement. Vous le voyez, et vous l'entendez, excellente Pluche. Je m'attendais à la plus suave harmonie, et il me semble assister à un concert où le violon joue, mon cœur soupire, pendant que la flûte joue vive Henri IV. Songez à la discordance qu'une telle combinaison produirait. Voilà pourtant ce qui se passe dans mon cœur. Je l'avoue. Il m'est impossible de blâmer Camille, et rien n'est plus mauvais ton à mon sens que les parties de bateau. Parlez-vous sérieusement? Seigneur, une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur les pièces d'eau. Mais observez donc, Dame Pluche, que son cousin doit l'épouser, et que dès lors... Ah, les convenances défendent de tenir un gouvernail, et il est malséant de quitter la terre ferme, seul avec un jeune homme. Et je répète, je vous dis... Ah, c'est là mon opinion. Êtes-vous folle? Je ne sais
sais que penser de vous. Bonjour mes amis. Me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur votre dos pour passer les ruisseaux de vos prairies? Vous qui m'avez fait danser sur vos genoux, qui m'avez pris en croupe sur vos chevaux robustes, qui, autrefois, vous êtes serrés autour de la table pour me laisser une place au souper de la ferme. Nous nous en souvenons, Seigneur. Vous étiez bien les plus mauvais garnements et les meilleurs garçons de la terre. Alors pourquoi ne m'embrassez-vous pas, au lieu de me saluer comme un étranger? Que Dieu te bénisse, enfant de nos entrailles. Chacun de nous voudrait te prendre dans ses bras, mais nous sommes vieux, mon Seigneur, et vous êtes un homme. Oui. Il y a 10 ans que je ne vous ai vu. Et en un jour, sous le soleil, tout change. Vos têtes ont blanchi, vos pas sont devenus plus lents. Vous n'avez plus la force de soulever de terre votre enfant d'autrefois. C'est donc à moi d'être votre père. À vous, qui avez été les miens. Votre retour est un jour plus heureux que votre naissance. Il est plus doux de retrouver ce qu'on aime que d'embrasser un nouveau-né. Il y a eu bien d'un changement pendant votre absence. Il y a des filles mariées et des garçons partis pour l'armée. Vous me conterez tout cela. Je m'attends à du nouveau, bien sûr, mais la vérité, c'est que je n'en veux pas encore. Comme ce lavoir est petit, autrefois, il me semblait immense. J'avais emporté dans ma tête un océan et des forêts. Je me retrouve avec une flaque d'eau et des brins d'herbe. Quelle est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée derrière ses arbres? C'est Rosette, la sœur de lait de votre cousine Camille. Descends vite, Rosette. Viens ici. Oui, monseigneur. Tu me voyais depuis ta fenêtre et tu ne venais pas? Méchante fille. Donne-moi cette malle et ces joues-là, que je t'embrasse. Oui, monseigneur. Dis-moi, es-tu mariée? On m'a dit que tu l'étais. Oh, non. Pourquoi? Il n'y a pas dans le village plus jolie fille que toi. Nous te marierons, mon enfant. Monseigneur, elle veut mourir fille. Est-ce vrai, Rosette? Oh, non. Ta sœur Camille est arrivée. L'as-tu vue? Elle n'est pas encore venue par ici. Bah attends, vite mettre ta robe neuve et bien souffler au château.
curé de la paroisse est un ivrogne. Si donc, cela ne se peut pas. J'en suis certain. Il a bu à dîner 3 bouteilles de vin. Cela est exorbitant. Et en sortant de table, il a marché sur les plates-bandes. Sur les plates-bandes, je suis confondue. Voilà qui est étrange. Boire 3 bouteilles de vin, marcher sur les plates-bandes. Et pourquoi ne marchait-il pas dans l'allée? Parce qu'il allait de travers. Je commence à croire que Briden avait raison ce matin. Ce Blasus sur le vin d'une manière horrible. De plus, il a mangé beaucoup. Sa parole était embarrassée. Vraiment, je l'ai remarqué aussi. Il a lâché quelques mots latins. C'était autant de solécisme. Seigneur, c'est un homme dépravé. Ce Blasus a une odeur qui est intolérable. Apprenez, gouverneur, que j'ai bien autre chose en tête. Et que je ne me mêle jamais de ce qu'on mange, ni de ce qu'on boit. Je ne suis point un majordome. À Dieu ne plaise que je ne vous déplaise, monsieur le baron. Votre vin est bon. Et il y a de bon vin dans les caves. Monseigneur, votre fils est sur la place, suivi de toutes les polissons du village. Cela est impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il ramassait des cailloux pour faire des ricochets. Des ricochets? Ma tête s'égare. Voilà mes idées qui se bouleversent. Vous m'avez fait un rapport inouï, Hélène. Il est insensé qu'un docteur fasse des ricochets. Rapprochez-vous de la fenêtre, monseigneur. Vous le verrez de vos propres yeux. Au ciel, Blasus a raison. Briden va de travers. Regardez, monseigneur. Le voilà au bord du lavoir. Il tient sous le bras une jeune paysanne. Une jeune paysanne? Mon fils vient-il ici pour débaucher mes vassals? Une paysanne sous son bras et tous les gamins du village autour de lui. Je me sens hors de moi. Cela crie vengeance. Tout est perdu. Perdu sans ressources. Briden va de travers, Blasus sans le vin à faire. Horreur, et mon fils séduit toutes les filles du village en faisant des ricochets. Seigneur! Seigneur! Votre père est au désespoir. Pourquoi cela? Vous n'ignorez pas qu'il avait formé le projet de vous unir à votre cousine Camille? Eh bien, je ne demande pas mieux. Cependant, le baron croit remarquer que vos caractères ne s'accordent pas. Cela est malheureux, je ne puis refaire le mien. Prendrez-vous par là ce mariage impossible? Puisque je te répète que je ne demande pas mieux que d'épouser Camille, va voir le baron et dis-lui cela. Seigneur, je me retire. Voilà votre cousine qui vient de ce côté. Déjà levé, cousine? J'en suis toujours pour ce que je t'ai dit hier. Tu es jolie comme un cœur. Parlons sérieusement, Père Dicamp. Votre père veut nous marier. Je ne sais ce que vous en pensez, mais je crois bien faire, en vous prévenant que mon parti est pris là-dessus. Tant pis pour moi, si je vous déplais. Pas plus qu'un autre. Je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dont votre orgueil doit souffrir. L'orgueil n'est pas mon fait. Je n'en estime ni les joies ni les peines. Je suis venue ici pour recueillir le bien de ma mère. Je retourne demain au couvent. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, Camille, je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas. Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Voilà ta main, et voilà la mienne. Et pour qu'elle reste unie ainsi jusqu'au dernier soupir, crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Nous n'avons besoin que de Dieu. Je suis bien aise que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour m'eût donné la vie. Mais ton amitié m'en consolera. Reste ici quelques jours. Laisse-moi espérer que notre vie passée n'est pas morte à jamais dans ton cœur. Je suis obligée de partir. Pourquoi? C'est mon secret.
En aimes-tu un autre que moi? Non. Mais je veux partir. Irrévocablement? Oui. Irrévocablement. Adieu. J'aurais voulu m'asseoir avec toi sous les marronniers du petit bois et causer de bonne amitié, 1 heure ou 2. Mais si cela te déplaît, n'en parlons plus. Adieu, mon enfant. Dame Bluche, tout est-il prêt? Partirons-nous demain? Mon tuteur a-t-il fini ses comptes? Oui, cher Colopsotage. Le baron m'a traité de pécore hier soir et je suis enchantée de partir. Tenez, voilà un mot d'écrit que vous porterez avant dîner. De ma part, à mon cousin Perdican. Est-ce possible? Vous écrivez un billet? Un homme? Ne dois-je pas être sa femme? Je puis bien écrire à mon fiancé. Le seigneur Perdican sort d'ici. Que pouvez-vous lui écrire, votre fiancé? Miséricorde! Serait-il vrai que vous oubliez? Oh, Jésus! Faites ce que je vous dis et disposez tout pour notre départ. Non. Cela est certain, on lui donnera encore aujourd'hui la place d'honneur. Cette chaise que j'ai occupée pendant si longtemps à la droite du baron sera la proie du gouverneur. Oh. Sainte Église catholique, pourquoi m'avoir trahi ainsi? Un âne batté, un ivrogne sans pudeur me relègue au bas bout de la table. Et le majordome lui versera le premier verre de Malaga. Et quand les plats arriveront à moi, ils seront à moitié froids et les meilleurs morceaux déjà avalés. Il n'y aura plus autour des perdreaux ni choux, ni carottes. Oh, Sainte Église catholique, qu'on lui ait donné cette place hier, cela se concevait, il venait d'arriver. C'était la première fois depuis nombre d'années qu'il s'asseyait à cette table. Et Dieu, comme il dévorait. Non, rien, il ne me restera rien, ne me restera que des os et des pattes de poulet. Je ne souffrirai pas de cet affront. Adieu, vénérable fauteuil dans lequel je me suis renversé tant de fois gorgé de mets succulents. Adieu,
bouteille cachetée, adieu noble salle à manger, je ne dirai plus le bénédicité. Je retourne à ma cure, on ne me verra pas confondu parmi la foule des convives. Et j'aime être, comme César, le premier au village que le second. Croyez-vous que cela me fasse du bien, tous ces baisers que vous me donnez? Quel mal y trouves-tu? Je t'embrasserai devant ta mère. N'es-tu pas la sœur de Camille? Ne suis-je pas ton frère, comme je suis le sien? Des mots sont des mots, et des baisers sont des baisers. Je n'ai garde d'esprit et je m'en aperçois bien sitôt que je veux dire quelque chose. Les belles dames savent leur affaire, selon qu'on leur embrasse la main droite ou la main gauche. Leur père les embrasse sur le front, leur frère sur la joue, leur amoureux sur les lèvres. Moi, tout le monde m'embrasse sur les deux joues, et cela me chagrine. Comme tu es jolie, mon enfant. Il ne faut pas non plus vous fâcher pour cela. Comme vous paraissez triste ce matin, votre mariage est donc manqué? Tous les paysans de ton village se souviennent de m'avoir aimé. Les chiens de la basse-cour et les arbres s'en souviennent aussi. Mais Camille ne s'en souvient pas. Et toi, Rosette, à quand le mariage? Ne parlons pas de cela, voulez-vous? Parlons du temps qu'il fait, de ces fleurs que voilà, de vos chevaux et de mes bonnets. De tout ce qui te plaira, de tout ce qui peut passer sur ses lèvres, sans leur ôter ce sourire céleste que je respecte plus que ma vie. Vous respectez mon sourire, mais vous ne respectez guère mes lèvres à ce qu'il me semble. Regardez donc, voilà une goutte de pluie qui me tombe sur la main. Et cependant le ciel est pur. Pardonne-moi. Que vous ai-je fait pour que vous pleuriez? Seigneur, j'ai une chose singulière à vous dire. Bon, alors, figurez-vous que j'étais par hasard dans la galerie où j'avais... je veux dire... dans l'office, oui. Je veux dire dans la galerie, enfin, qu'aurais-je été faire dans l'office donc, j'étais par hasard dans la galerie et bon, j'avais trouvé une bouteille de vin. Je veux dire, une carafe d'eau. Comment aurais-je pu trouver une bouteille dans la galerie Donc j'avais trouvé une carafe d'eau et j'avais décidé de boire quelques verres d'eau pour passer le temps. Et figurez-vous que j'étais assis près de la fenêtre et bon, je regardais, il y avait deux jolis vases de fleurs qui me semblaient d'un goût très exquis. Et entre ces deux vases de fleurs, eh bien... Quelle insupportable manière de parler vous avez adopté, Blagus. Vos discours sont inexplicables. Mais enfin, écoutez-moi, Seigneur. Donc,
je disais, il y avait la fenêtre et il y avait, oui, 2 vases de fleurs. Mais ne vous impatientez pas, ô musicien, il y va de l'honneur de la famille. De la famille? Voilà qui est incompréhensible. De l'honneur de la famille, Blasius? Savez-vous que nous sommes 37 mâles et presque autant de femmes tant à Paris qu'en province? Permettez-moi de continuer. Donc, je regardais par la fenêtre, de fleurs, avec mon petit verre de vin, mon petit verre d'eau pour chasser la digestion tardive. Et figurez-vous que j'ai vu passer Dame Pluche sous la fenêtre, hors d'haleine. Pourquoi hors d'haleine, Blasius? Ceci est insolite. Et à côté d'elle, rouge de colère, votre nièce Camille. Qui était rouge de colère, ma nièce ou Dame Pluche? Mais votre nièce, Seigneur! Ma nièce rouge de colère? Cela est inouï. Et comment savez-vous que c'était de colère? Elle pouvait être rouge pour une raison. Elle avait sans doute poursuivi quelques papillons dans mon parterre. Oh, je ne peux rien affirmer là-dessus. Elle s'est criée quand même avec force. Allez-y! Allez-y! Trouvez-le! Faites ce que vous dit! Vous n'êtes qu'une sotte! Elle frappait sur le cou de la vieille Pluche qui sursautait à chaque exclamation en faisant un soubresaut dans la luzerne. Dans la luzerne? Et que répondait la gouvernante aux extravagances de ma nièce? Elle répondait: oh, mais je ne peux pas y aller, je ne l'ai pas trouvé. Oh, il doit faire la cour, un gardeur de dindons, une gardeuse de dindons. Je ne veux pas être mêlé à ça. J'ai les mains pures, j'avais les mains pures jusqu'ici, grâce à Dieu, tout en parlant. Elle froissait dans ses mains un petit papier plié en quatre. Je ne comprends rien. Mes idées s'embrouillent tout à fait. Quelle raison pouvait avoir Dame Pluche pour froisser un papier plié en 4 en faisant des soubresauts dans une luzerne? Je ne puis ajouter foi de pareilles monstruosités. Mais ne comprenez-vous pas clairement, Seigneur, ce que cela veut dire? Non, mon ami, en vérité non, je n'y comprends absolument rien. Tout cela me paraît une conduite désordonnée, il est vrai, mais sans motif comme sans excuse. Cela veut dire que votre nièce a une correspondance secrète. Que dites-vous? Songez-vous de qui vous parlez? Pesez vos paroles, monsieur l'abbé. Oh, je les peserai volontiers dans la balance céleste qui devra peser mon âme lors du jugement dernier. Et je n'y trouverai mot qui sentait la fausse monnaie. Votre nièce a une correspondance secrète. Mais songez donc, mon ami, que cela est impossible. Eh bien, si. Voyons, pourquoi aurait-elle chargé sa gouvernante d'une lettre? Pourquoi aurait-elle vociféré? Allez-y, trouvez-le, tandis que l'autre boudait et rechignait? Et à qui était adressée cette lettre? Voilà précisément le hic, monseigneur. Hic, jaquette, les pouces. À qui était adressée cette lettre? Un homme qui fait la cour à une gardeuse de dindons. Oh, un homme qui cherche en public un gardeur ou une gardeuse de dindons peut être soupçonné violemment d'être né pour les garder lui-même. Voilà pourquoi, en même temps, je doute fort que votre fille, votre nièce, avec l'éducation qu'elle a reçue, soit éprise d'appareil. Voilà pourquoi je n'y comprends pas plus rien que vous, révérence, parlez. Au ciel. Ma nièce m'a déclaré ce matin même qu'elle refusait son cousin Perdicant. Aimerait-elle un gardeur de dindons? Passons dans mon cabinet. J'ai éprouvé depuis hier des secousses si violentes que je n'ai plus raisonné.
petite fontaine. Que signifie cela? Si c'est pour parler d'affaires, pourquoi choisir un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Y a-t-il ici quelque intrigue? Bonjour cousin. J'ai cru m'apercevoir, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez pris la main malgré moi. Je viens vous demander de me donner la vôtre. Je vous dois un baiser. Le voici. Maintenant, vous m'avez dit que vous seriez bien aise de causer d'amitié. Alors causons. Avais-je fait un rêve? En fais-je un autre en ce moment? Vous avez trouvé singulier de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous, bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je pars et je viens vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-ce possible? Est-ce toi, Camille, que je vois dans cette fontaine, assise sur les marguerites, comme au jour d'autrefois? Oui, Père Dican. C'est moi. Je viens revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout simple. J'ai renoncé au monde. Cependant, avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moine. Cela fait près de 10 ans que nous avons vécu éloignés de l'un de l'autre et vous avez commencé l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes et vous devez avoir appris beaucoup en peu de temps, avec un cœur et un esprit comme les vôtres. Alors dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous en prie, sans modestie et sans fatuité. J'en ai eu. Et les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Voilà en vérité des questions singulières. Je ne suis ni leur mari ni leur frère. Elles sont allées où on leur a semblé. Il doit nécessairement y en avoir une que vous ayez préférée aux autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille, Camille. Veux-tu te faire mon confesseur? C'est une grâce que je vous demande, de me répondre sincèrement. Vous n'êtes pas un libertin, et je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez, et vous ne vous seriez pas livré à un caprice. Répondez-moi, je vous en prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Combien de fois un honnête homme peut-il aimer? Il y en a certainement capables de n'aimer qu'une fois. Connaissez-vous certains hommes capables de n'aimer qu'une fois? Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois qu'il y en ait. Je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas répondre avec franchise à toutes mes questions et me montrer votre cœur à nu? Je vous estime beaucoup et je vous crois par votre éducation et votre nature supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez pas de ce que je vous demande. Peut-être qu'en vous connaissant mieux, je m'enhardirai. Où veux-tu en venir? Parle, je répondrai. Répondez donc à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Je ferai donc mieux de vous épouser. Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'est un verre de vin, le boiriez-vous comme tel? Non. Si le curé de votre paroisse soufflait sur vous et me disait que c'est un verre que vous m'aimerez toute votre vie, aurais-je raison de le croire? Oui et non.
Que me conseillerez-vous de faire le jour où je verrai que vous ne m'aimez plus? De prendre un amant? Que ferai-je ensuite? Le jour où mon amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre? Combien de temps cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient blancs et les miens seront gris. Savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Perdican? Vous êtes-vous jamais assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Oui, je m'y suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a reçu 500 000 livres de revenus à l'âge de 15 ans. C'est la plus belle et la plus noble créature qui ait marché sur terre. Elle était pairesse du Parlement et avait pour mari un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée sans culture en elle. Et comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ces bourgeons avaient donné des ramures. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne fleurie sur un front plus beau. Son mari l'a trompée. Elle en a aimé un autre. Et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule. Et j'ai passé des nuits entières à parler de ces malheurs. Ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des suivants, et comme enfin tout s'était envolé, comme elle était assise le soir au coin du feu, et lui auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot, comme leur amour avait langui, et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles. C'était moi que je voyais, tandis qu'elle parlait. Quand elle me disait « Là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait. Et quand elle ajoutait « Là, j'ai pleuré », mes larmes coulaient. Mais figurez-vous quelque chose de plus singulier encore. J'avais fini par me créer une vie imaginaire. Cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire par combien de réflexions, de retours sur moi-même tout cela est venu. Ce que je voulais vous dire, comme une curiosité, c'est que tous les récits de Louise, toutes les fictions de mes rêves, portaient votre ressemblance. Ma ressemblance? Oui. À moi? Et cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'eusse aimé. En vérité, je vous ai aimé, Perdican. Quel âge as-tu, Camille? 18 ans. Continue, continue, j'écoute. Il y a 200 femmes dans notre couvent. Un petit nombre de ces femmes ne connaîtra jamais la vie. Et le reste attend la mort. Plus d'une parmi elles sont sorties du couvent, comme j'en sors aujourd'hui, vierges et pleines d'espoir. Elles sont toutes revenues peu de temps après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans nos dortoirs et tous les jours, il en vient de nouvelles, prendre la place des mortes sur les matelas de crin. Les étrangers qui nous visitent admirent le calme et l'ordre de la maison. Ils regardent attentivement la blancheur de nos voiles, mais ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Perdican? Ont-elles tort ou ont-elles raison? Je n'en sais rien. Quelques-unes m'ont conseillé de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter. Croyez-vous que ces femmes auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. J'en suis dispensée, tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parles. Cela se peut. Il doit y avoir dans toutes mes idées des choses très ridicules. Il se peut qu'on m'ait fait la leçon et que je ne sois qu'un perroquet mal appris. Il y a, dans la galerie,
un petit tableau qui représente un moine courbé sur un missel. À travers les barreaux obscurs de sa cellule, glisse en fait rayon de soleil, et on aperçoit une locanda italienne devant laquelle danse un chevrier. Lequel de ces deux hommes estimez-vous davantage? Ni l'un ni l'autre, et tous les deux. Ce sont deux hommes de chair et d'os. Il y en a un qui lit, un autre qui danse. Je n'y vois pas autre chose. Tu as raison de te faire religieuse. Vous me disiez non tout à l'heure. Ai-je dit non? Cela est possible. Ainsi, vous me le conseillez? Ainsi, tu ne crois à rien. Lève la tête, Perdicant. Quel est l'homme qui ne croit à rien? En voilà un. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Je veux aimer. Mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire de ces serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amant-là n'exclut pas les autres. Eh bien pour moi, du moins, il les exclura. Ne souriez pas, Perdicant. Cela fait près de 10 ans que nous nous sommes vus et je pars demain. Dans 10 autres années, si nous nous revoyons, nous en reparlerons. J'ai essayé de ne pas rester dans votre souvenir comme une froide statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi. Retournez à la vie et tant que vous serez heureux, tant que vous aimerez comme on peut aimer sur la terre, alors oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive jamais d'être oublié ou d'oublier vous-même, si l'ange de l'espérance vous abandonne, lorsque vous serez seul, avec le vide dans le cœur, alors pensez à moi, qui prierai pour vous. Tu es orgueilleuse en vérité. Prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Y croyez-vous? Vous qui parlez, vous la courbez près de moi avec des genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses dont vous ne savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir. Mais vous saviez que l'eau des sources était plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là pour laver vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous souriez quand on vous parle de femmes désolées. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour. Vous qui vivez et qui avez aimé, qu'est-ce que donc que le monde? Vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telles que vous êtes et qui chassent leurs derniers amants pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l'heure si vous y avez aimé. Vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on répondrait s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui dirait « Oui, j'y ai été », puis qui penserait aller en Suisse ou dans le premier pays venu. Est-ce une monnaie que votre amour, pour qu'il puisse passer ainsi de main en main? Non, ce n'est pas même une monnaie, car la plus mince pièce d'or vaut mieux que vous, et dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son effigie. Comme tu es jolie, Camille, lorsque tes yeux s'animent. Oui, je suis belle, je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront rien. La froide nonne qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en bagues et en chaînes pour courir les boudoirs. Il n'en manquera pas un seul sur ma tête lorsque le fer y passera. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et lorsque le prêtre qui me bénira me passera au doigt l'anneau d'or de mon époux céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Oh, Perdicant, ne raillez pas. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant, je te laisse dire. Et j'aimerais bien te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui semble avoir eu sur toi une influence funeste. Tu dis
qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même et qu'elle est désespérée. Es-tu sûre que si son mari ou son amant lui tendait la main par la grille du parloir, elle lui répondrait non? Qu'est-ce que vous dites? J'ai mal entendu. Es-tu sûre que si son mari ou son amant lui demandait de souffrir encore, elle lui dirait non? Je le crois. Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont, au fond de leur cœur, des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher, et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Vous me faites peur. La colère vous prend aussi? Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge. Savent-elles qu'il y a pire encore? Le mensonge de l'amour divin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne, on regarde en arrière et on se dit: j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Indépendamment de votre ivrognerie, vous êtes un bélite, maître Blasius. Mes valets vous voient entrer furtivement dans l'office. Et quand vous êtes convaincu d'avoir volé mes bouteilles de la manière la plus pitoyable, vous croyez vous justifier en accusant ma nièce d'une correspondance secrète. Mais monseigneur, veuillez vous rappeler que... Sortez, monsieur l'abbé, et ne reparaissez jamais devant moi. Il est déraisonnable d'agir comme vous le faites, et ma gravité m'oblige à ne vous pardonner de ma vie. Je voudrais bien savoir si je suis amoureux. D'un côté, cette façon d'interroger est tant soit peu cavalière pour une fille de 18 ans. D'un autre, les idées que ces nonnes lui ont fourrées dans la tête auront de la peine à se corriger. De plus, elle doit partir aujourd'hui. Diable! Je l'aime, cela est sûr. Après tout, qui sait? Peut-être elle répétait une leçon. Et d'ailleurs, il est clair qu'elle ne se soucie pas de moi. Mais pourquoi cette conversation d'hier ne veut-elle pas me sortir de la tête? En vérité, j'ai passé la nuit à radoter. Où vais-je? Ah, je vais au village.
Que mange-t-il? Que ne mange-t-il pas? J'ai vu la cuisinière traverser le village avec un énorme dindon. L'aide portait les truffes avec un panier de raisins. Me voilà chassé du château. Oh, disgrâce imprévue. Par conséquent, de la salle à manger, je ne boirai plus le vin de l'office. Je ne verrai plus fumer les plats. Je ne chaufferai plus au feu de la noble cheminée mon ventre copieux. Pourquoi une fatale curiosité m'a-t-elle poussé à écouter le discours de Dame Pluche et de la nièce? Pourquoi j'étais rapporté au baron ce que j'avais vu? Pourquoi, en vain orgueil, m'a-t-il éloigné de ce dîner honorable où j'étais si bien accueillie? Hélas! M'importait-il d'être à droite ou à gauche? Hélas! Hélas! J'étais gris pour en convenir lorsque j'ai fait cette folie. Hélas! Le vin m'est monté à la tête quand j'ai commis cette imprudence. Il me semble que voilà le curé. C'est le gouverneur en personne. Oh, monsieur le curé, mais que faites-vous là? Moi, je vais dîner, n'y venez-vous pas? Pas aujourd'hui, hélas. Maître Bridel, intercédez pour moi. Le baron m'a chassé. Que m'apprenez-vous là? J'ai été mis en disgrâce complète pour avoir volé une bouteille. Que dites-vous, messire? 2 bouteilles volées. Oh, mais je suis un honnête homme, maître Bridel. Oh, maître Bridel, je suis votre serviteur. Plaidez ma cause, je vous prie, maître Bridel. Cela m'est impossible, monsieur. Si le baron se plaint de vous, c'est votre affaire. Ô fortune, est-ce un rêve? Je serais donc assis sur toi, aux chaises bienheureuses. Vite, voilà la grille. Et toi, mon ventre, arrondis-toi. Misérable Pluche! C'est toi qui paieras pour tout. Oui, c'est toi qui es la cause de ma ruine. Femme éhontée, vile, entremetteuse. C'est toi qui paieras pour tout. Oh, Sainte Université de Paris, ou Montréal d'Ivronne. Je suis perdu si je ne saisis une lettre et si je ne prouve au baron que sa nièce est une correspondance. Je l'ai vu ce matin écrire à son bureau. Ah. Patience, voici du nouveau. Pluche, donnez-moi cette lettre. Donnez-moi cette lettre. C'est une lettre de ma maîtresse que je m'en vais porter à la poste du village. Donnez-la moi ou vous êtes morte. Voyez ce que vous avez fait. Morte? Moi morte? Oh, j'ai du pire que t'es. Morte, oui, morte. Que se passe-t-il ici? Blasus, pourquoi violenter cette femme? Il me l'a pris, Seigneur. Justice. C'est une entremetteuse, Seigneur. Ah oui, cette lettre. Cette lettre est un billet doux. C'est une lettre de votre fiancé, monsieur. De Camille. Non, c'est un billet doux pour un gardeur de dindon. Donnez-moi cette lettre. Ou du moins, ce qu'il en reste. Je ne comprends rien à votre dispute, mais en qualité de fiancé de Camille, je m'arroge le droit de la lire. À la sœur Louise, au couvent de... Quelle maudite curiosité me saisit, madame.
avec force, et je ne sais ce que j'éprouve. Retirez-vous. Dame Pluche, vous êtes une digne femme. Et Blasius est un sot. Allez dîner. Je me charge de mettre cette lettre à la poste. Est-ce un crime de rompre le pli? Bon, je n'y changerai rien. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi. Nous nous reverrons demain et pour toujours. Tout à vous du meilleur de mon âme. Camille. Est-il possible? Camille écrit cela? C'est de moi qu'elle parle? Moi, au désespoir de son refus? Bon Dieu, si c'était vrai, on le verrait bien. Quelle honte peut-il y avoir à aimer? Elle a tout fait pour me dégoûter, dit-elle. Et j'ai le poignard dans le cœur. Non. Quel intérêt peut-elle avoir à inventer un pareil roman? Non, Camille, je ne t'aime pas. Je ne suis pas au désespoir. Je n'ai pas le poignard dans le cœur et je te le prouverai. Oui, tu sauras que j'en aime une autre avant de partir d'ici. Oh là, brave homme! Allez à la cuisine du château. Portez à mademoiselle Camille le billet que voici. Oui, monseigneur. Ah, je suis au désespoir. Maintenant, à l'autre. Oh là, Rosette! Rosette! C'est vous, monseigneur? Entrez, ma mère y est. Mets ton plus beau bonnet, Rosette, et viens avec moi. Où donc? Je te le dirai. Demande la permission à ta mère, mais fais vite. Oui, monseigneur. J'ai demandé à Camille un nouveau rendez-vous, et je sais qu'elle y viendra. Mais par le ciel, elle n'y trouvera pas ce qu'elle y comptera trouver. Je veux faire la cour à Rosette, devant Camille, elle-même. Mademoiselle! Je vais au château porter une lettre pour vous. Faut-il que je vous la donne? Ou que je la remette à la cuisine comme me le dit le seigneur Perdigan? Donne-la moi. Si vous aimez mieux que je la porte au château, ce n'est pas la peine de m'attarder. Je te dis de me la donner. Ce qui vous plaira. Tiens, voilà pour ta peine. Grand merci. Je m'en vais? N'est-ce pas? Si tu veux. Je m'en vais. Je m'en vais. Perdican me demande de lui dire adieu avant de partir près de la petite fontaine où je l'ai fait venir hier. Que peut-il avoir à me dire? Dois-je accorder ce second rendez-vous? Ah, voilà Perdican qui approche avec ma sœur de lait, Rosette. Je suppose qu'il va la quitter.
Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver là pour moi. Que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour venir y causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Toi seule n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Prends ta part de ma vie nouvelle. Voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne d'or. Regarde cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu, l'un contre l'autre, dans la source? Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute. Le vent se tait. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel et par le soleil que voilà, je t'aime. Tu ne veux pas te faire religieuse? Te voilà, jeune et belle, dans les bras d'un jeune homme. Oh Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Oui, comme tu pourras. Et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis, et toute paysanne que tu es, que ces pâles statues fabriquées par les nonnes, qui ont la tête à la place du cœur, et qui sortent de leur cloître pour répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Comme vous me parlez, monseigneur. Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que disent ces bois, ces prairies, ces rivières, tous ces champs couverts de moissons, toute cette jeunesse, cette nature. Tu seras ma femme, et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Il se passe assurément quelque chose d'étrange au château. Camille a refusé d'épouser Perdican. Elle doit retourner maintenant au couvent dont elle est venue. Mais il semblerait que son cousin, le seigneur, s'est consolé avec Rosette. Hélas, la pauvre fille ne sait pas quel danger elle court en écoutant les discours d'un jeune et galant seigneur. Vite, vite! Console mon âne! Passerez-vous comme un songe léger, ô vénérable dame? Allez-vous si promptement enfourcher de rochers cette pauvre bête si triste de vous porter?
Dieu merci. Chère canaille, je ne mourrai pas ici. Mourrez de loin plus, mamie. Mourrez inconnu dans un caveau malsain. Nous ferons des vœux pour votre respectable résurrection. Oh, voici ma maîtresse qui s'avance. Tout est prêt pour notre départ. Le baron a rendu ses comptes et mon âne est battu. Allez au diable, vous et votre âne. Je ne partirai pas aujourd'hui. Que veut dire ceci? Dame Pluche est pâle de terreur. Ses faux cheveux tentent de se hérisser. Et ses doigts s'allongent en se crispant. Seigneur! Camille! A juré! Ouh! Seigneur, il faut que je vous parle en particulier. Votre fils fait la cour à une fille du village. C'est absurde, mon ami. Je les ai vus, distinctement, passer dans la bruyère. En se penchant à son oreille, il lui promettait de l'épouser. Cela est monstrueux. Soyez-en convaincus. Il lui a fait un présent considérable que la petite a montré à sa mère. Ô ciel! Considérable, Briden? En quoi considérable? Pour le poids et pour la conséquence. Il lui a offert la chaîne d'or qu'il portait à son bonnet. Passons dans mon cabinet. Je ne sais à quoi m'en tenir. Il a pris ma lettre, dites-vous? Oui, mon enfant. Il s'est chargé de la remettre à la poste. Allez au salon de Dame Pluche et faites-moi le plaisir de dire à Perdican que je l'attends ici. Il a lu ma lettre, cela est certain.
Sa scène du bois est une vengeance. Comme son amour pour Rosette, il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre et jouer l'indifférent malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par hasard? Quelle toilette, Camille? À qui en voulez-vous? À vous, peut-être. Je suis fâchée de ne pas avoir pu venir au rendez-vous que vous m'aviez donné. Vous aviez quelque chose à me dire? Voilà en vérité un petit mensonge assez gros pour un agneau sans tache. Je n'avais rien d'autre à vous dire, Camille, qu'un adieu. J'aime la discussion. Et je ne suis pas bien sûre de ne pas avoir eu encore envie de me quereller avec vous. À quoi sert de se quereller lorsque le raccommodement est impossible? Le plaisir de la dispute, c'est de faire la paix. Et que vous fait-il croire que je ne veuille pas la faire? Ne raillez pas, Camille, car je ne suis pas de force à vous répondre. Cela est singulier. Vous n'avez plus au doigt la bague que je vous ai donnée? Je l'ai perdue. Ah, c'est donc pour cela que je l'ai trouvée. Je l'ai perdue quand? La voilà. Est-ce un songe? Tu as retiré cette bague de l'eau au risque de t'y précipiter? La voilà. C'est toi qui me la remets au doigt. Pourquoi? Pourquoi me le rends-tu? Ce triste gage d'un bonheur qui n'est plus. Parle, coquette et imprudente fille! Pourquoi pars-tu? Connaissez-vous le cœur des femmes, père Dican? Êtes-vous sûr de leur inconstance? Et savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Il y en a qui disent que non. Sans doute il nous faut souvent jouer un rôle, souvent mentir. Vous voyez que je suis franche. Mais êtes-vous sûr que tout mente dans une femme lorsque sa langue ment? Avez-vous bien réfléchi à la nature de cet être fragile et violent, à la rigueur avec laquelle on le juge, aux principes qu'on lui impose, et qui sait s'y forcer à tromper par le monde la tête de ce petit être sans cervelle, ne peut pas y prendre plaisir et mentir quelquefois, par passe-temps, par folie, comme elle ment par nécessité? Je n'entends rien à tout cela. Je ne mens jamais. Je t'aime, Camille. Voilà tout ce que je sais. J'étais à la fontaine tout à l'heure et j'ai tout entendu. Mais Dieu m'en est témoin. Je ne voudrais pas y avoir parlé comme toi. Que feras-tu de cette fille-là, maintenant, quand elle viendra avec tes baisers ardents sur les lèvres, te montrer en pleurant la blessure que tu lui as faite? Tu as voulu te venger de moi et me punir d'une lettre écrite à mon couvent.
Tu as voulu à tout prix me lancer quelques traits qui put m'atteindre, et tu comptais pour rien que ta flèche empoisonnée traversât cet enfant, pourvu qu'elle me frappât derrière elle. Je m'étais vanté de t'avoir inspiré quelque amour, de te laisser quelques regrets. Cela t'a blessé dans ton noble orgueil. Eh bien, apprends-le de moi. Tu m'aimes, entends-tu? Mais tu épouseras cette fille, ou tu n'es qu'un lâche? Oui, je l'épouserai. Si cela se fait, je deviendrai fou. Employez votre autorité. Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement. Voilà qui est certain. Vous devriez lui parler et lui faire entendre raison. Je serai vêtu de noir cet hiver. Tenez-le pour assurer. Faites-le appeler et dites-lui nettement que ce mariage vous déplaît. Croyez-moi, c'est une folie, il ne résistera pas. Je vais m'enfermer pour m'abandonner à ma douleur. Dites-lui, s'il me demande, que je suis enfermé et que je m'abandonne à ma douleur de le voir épouser une fille sans nom. Mais parlez-lui au nom du ciel. C'est à vous de tête qu'il a fait. Mais peut-être est-il déjà trop tard. S'il en a parlé, il le fera. Ne trouverais-je pas ici un homme de cœur? En vérité, quand on en cherche, on est effrayé de sa propre solitude. Eh bien, cousin, à quand le mariage? Le plus tôt possible. J'ai déjà parlé au notaire, au curé et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement que vous épouserez Rosette? Assurément. Et qu'en dira votre père? Tout ce qu'il voudra. Il me plaît d'épouser cette fille. C'est une idée que je vous dois, et je m'y tiens. On criera et on raillera. Je m'en lave les mains. Vous faites très bien de l'épouser. Il n'y a rien là de risible. Mais je suis fâchée d'une chose pour vous. C'est qu'on dira que vous l'avez fait par dépit. Vous êtes fâché de cela? Oh que non! Ah si, j'en suis vraiment fâchée pour vous. Cela fait du tort à un jeune homme de ne pouvoir résister à un moment de dépit. Soyez-en donc fâchés. Quant à moi, cela m'est bien égal. Mais vous n'y comptez pas, c'est une fille de rien. Elle sera donc de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Elle vous ennuiera. Avant que le notaire ait mis son habit neuf et ses souliers pour venir ici. Vous verrez que non. En vérité, vous ne me connaissez pas. Lorsqu'une femme est douce, sensible, franche, bonne et belle, je suis capable de me contenter de cela. Oui, jusqu'à ne pas me soucier de savoir si elle parle latin. C'est à regretter qu'on ait dépensé tant d'argent pour vous l'apprendre. C'est 3000 écus perdus. Oui, on aurait mieux fait de les donner aux pauvres. C'est vous qui vous en chargerez. Du moins pour les pauvres d'esprit. Et en échange, ils me donneront le royaume des cieux, car il est à eux. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie? Votre mariage avec Rosette. Bien peu de temps. Dieu n'a pas fait de l'homme une œuvre de durée. 30 ou 40 ans, tout au plus. Je suis curieuse de danser à vos noces. Écoutez Camille, voilà un ton de persiflage qui est hors de propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Je vous quitte donc vous-même, car j'en ai tout à l'heure assez. Allez-vous chez votre épousée? Oui, j'y vais de ce pas. Donnez-moi donc le bras. J'y baise aussi.
m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous ne m'avez fait la cour que pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Tu es une bonne fille, Rosette. Garde ce collier. C'est moi qui te le donne. Quand t'as un mari, n'en sois pas embarrassé. Je me charge de t'en trouver un. Cela n'est pas difficile, en effet. Viens, Rosette, que je te mène à mon père. Pourquoi cela est inutile? Oui, vous avez raison. Il nous recevrait mal. Il faut laisser passer ce premier moment de surprise qu'il a éprouvé. Nous allons sur la place. Je trouve plaisant qu'on dise que je ne t'aime pas. Quand je t'épouse, par Dieu, nous les ferons bien taire. Que se passe-t-il donc en moi? Il l'emmène d'un air bien tranquille. Cela est singulier, il me semble que la tête me tourne. Est-ce qu'il l'épouserait tout de bon? Dame Pluche! Dame Pluche! Y a-t-il donc personne ici? Courez après le seigneur Perdican et dites-lui vite qu'il remonte. J'ai à lui parler. Mais qu'est-ce donc que tout cela? Je n'en puis plus, mes pieds refusent de me soutenir. Vous m'avez fait rappeler Camille? Non. Non. En vérité, vous voilà pâle. Qu'y a-t-il? Vous m'avez fait rappeler pour me parler. Non. Non, Seigneur Dieu. M'avez-vous abandonné? Oh mon Dieu! Vous le savez, lorsque je suis venue, j'avais juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon père. Ne voulez-vous donc plus de moi? Pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Malheureux, je ne puis plus prier. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Qui m'a suivi? Qui parle sous cette voûte? Est-ce toi, Perdican? Insensé! Quelle vaine parole, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste. Lequel a voulu tromper l'autre? Hélas!
Cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu l'avais donné, pêcheur céleste. Tu l'avais tiré des profondeurs de l'abîme, cet inestimable joyau. Et comme des enfants gâtés, ils en ont fait un jouet. Le ver sensueux qui les amenait l'un vers l'autre avec une tente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la colère, les bavardages, la vanité vinssent se jeter leurs roches informes sur cette route céleste. Oh, insensé! Nous nous aimons, Père Dican. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Cela fait 15 ans qu'il le sait. Oh, chère créature, tu es à moi. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-ce possible? Je l'avais laissée dans l'escalier lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçue. Entrons dans cette galerie, c'est là qu'on a crié. Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. La pauvre fille nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie. Viens, portons-lui secours. Non. En vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Mon Dieu, je vous en supplie. Ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe? Nous sommes deux enfants, insensés, et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je réparerai ma faute. Je lui trouverai un mari. Elle est jeune. Elle sera riche. Elle sera heureuse. Mon Dieu, je vous en supplie. Vous pouvez encore bénir 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Père Dican.
que c'est eux qui ont joué, que c'est eux à qui j'ai envie de faire des bises et de féliciter de tout mon cœur. Je suis vraiment très très émue. Ils ont, enfin, pour ceux qui étaient là hier, ils ont joué, je crois, encore mieux ce soir qu'hier. Ils étaient plus détendus, c'était encore plus fluide, c'était encore plus juste. Voilà, j'avais envie de vous dire des tas de choses tout à l'heure et je me suis interrompue un peu vite parce que finalement, ils vous ont tout dit, ils vous ont tout montré, ils ont tout donné. Ils forment une troupe absolument merveilleuse et ils ont porté ce texte si fort, ce si grand texte du répertoire qui nous parle de questions qui nous touchent tous tellement. La question de l'amour, la question de l'enfance, la question de ce moment où on quitte l'enfance et où on devient adulte, la question des adultes autour d'eux et des grandes autorités qui les entourent et qui parfois ont des failles. Enfin voilà, donc voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à vous surtout. Pas pu exister si on n'avait pas été accueillis si gentiment, si chaleureusement, si sincèrement par Francis Rondet. Qui nous offre cet adorable petit théâtre de Survilliers qui est depuis 2 ans maintenant devenu un peu mon petit théâtre de cœur. Et merci vraiment beaucoup à Francis et à Survilliers de nous accueillir.